Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport ? Et animée par Laurent Garnier. Nouvelle année, nouvelles ambitions et toujours la même passion. Bienvenue dans la 137e émission de Et si on parlait de sport ? Effort, émotion, dépassement, frisson. Chaque semaine, on vous embarque là où tout commence. Sur les terrains, dans les vestiaires, au cœur de l'action et celles et ceux qui font vibrer le sport au quotidien. Un grand merci à nos partenaires, Samper Connect, LG Consultant et l'agence Bellombra de Bruno Hamet. À nos côtés, ils portent la même énergie, la même vision, le sport comme moteur collectif, comme source d'élan, de liens et d'avenir. Respect aussi avec la Dream Team de l'association Et si on parle de sport, animatrice, animateur, chroniqueur, consultant, une équipe engagée, passionnée, prête à attaquer cette nouvelle année tambour battant. Alors installez-vous, montez le son, coup d'envoi de la 137e émission de Et si on parlait de sport ? Au sommaire de cette nouvelle émission et en première mi-temps, direction le handball européen, nous reviendrons sur l'histoire du championnat d'Europe, la montée en puissance de la compétition et l'évolution de son format jusqu'à ce cru 2026, co-organisé par 3 nations. Nous ferons également le point sur la trajectoire de l'équipe de France, son statut, son palmarès et ses premiers pas dans ce tournoi. Pour nous accompagner dans cette analyse, nous avons le plaisir de compter sur un consultant de référence, Frédéric Pérez, ancien gardien international, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, vice-champion du monde en 1993. Il est devenu par la suite entraîneur et formateur, transmettant son expertise plusieurs structures françaises, un programme dense, une voix d'expérience pour éclairer. Coup d'envoi de la première mi-temps Et si on parlait sport dans quelques minutes. Et en deuxième mi-temps, on glisse vers un univers givré, patin bien serré, direction les sports de glace en Occitanie avec 2 invités passionnés, Thierry Facerias, président de la Ligue Occitanie des sports de glace, et Christophe Groc, entraîneur au club de Blagnac. Au programme, découverte des 11 clubs de la région, focus sur le patinage artistique, les sports d'extrême sur glace, le bilan 2025, les ambitions 2026 et un détour par les championnats d'Europe de Sheffield. Préparez-vous pour un grand virage sur la glace, c'est tout de suite dans Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport ? Aujourd'hui, nous allons parler handball et plus particulièrement du championnat d'Europe 2026 qui vient de débuter. Pour nous aider, nous accueillons une figure emblématique du handball français, Frédéric Pérez, qui est ancien gardien de but de l'équipe de France, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone 1992 et vice-champion du monde en 1993. Frédéric a marqué l'histoire du hand tricolore avant de transmettre sa passion comme entraîneur et formateur. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci en tout cas d'être avec nous, nous faire l'honneur de ta présence. Un ancien barjo dans l'équipe Et si on parlait de sport, c'est sympa. Est-ce que pour commencer, tu peux nous retracer brièvement ton parcours dans le handball, mais aussi en tant que joueur et ensuite cette fameuse carrière après les terrains ? Oui, disons que j'ai pratiqué le handball de haut niveau pendant quand même pas mal de temps, à savoir une vingtaine d'années. J'ai eu la chance, on va dire, de connaître les prémices de résultats avec l'équipe de France sous l'ère de Daniel Constantini, qui est un entraîneur mythique, qui a précédé Claude Onesta. Et effectivement, j'ai pu obtenir avec ce groupe exceptionnel la première médaille olympique, la première médaille, j'allais dire, sur un échelon international avec ce groupe qu'on a surnommé les Barjots. Une belle équipe qui nous a bien fait rêver. Sur sa carrière en elle-même, toi, tu as eu tout un parcours, tu as eu ce championnat d'Europe, mais tu n'as pas été au championnat d'Europe. Tu vas nous expliquer pourquoi. Voilà, en 1994, sur un plan de reconversion, avec Jean-Luc Thiebaud, nous étions en réserve de la République, puisqu'il y a un renouvellement de l'effectif après la médaille d'argent qui a été acquise au championnat du monde en Suède. Donc là, il y avait un renouvellement. Et il fallait penser vraiment à la suite familiale, on va dire, et professionnelle. Peu de temps après ce premier championnat d'Europe, j'ai migré, j'allais dire, sur la région toulousaine, sur Toulouse, club justement qui à l'époque s'appelait les Spacers, enfin pas tout à fait, mais qui est devenu les Spacers Toulouse en 95 justement. Alors tu étais aussi en même temps professeur
professeur de PS, si j'ai bien suivi ton parcours. Voilà, bon, moi j'ai connu les débuts du professionnalisme où j'ai voulu, c'était délibéré de ma part, j'ai toujours voulu être enseignant, perdurer dans l'enseignement. J'ai eu des bonnes dispositions, des facilités quant à l'éducation nationale de me mettre à disposition du club, de l'US Créteil notamment, club qui a été le premier sous l'ère de Jean-Claude Tapie, frère de Bernard Tapie, président de l'US Créteil, qui a été le premier à obtenir vraiment une représentativité sur le plan européen, puisque nous sommes allés avec ce club en finale de Coupe d'Europe en 89. Donc il y a conjointement une prise en charge de la fédération sous l'ère Constantini, où on a travaillé quand même, parce que sous le terme des Barjots, je peux vous dire qu'on était une génération, certainement la génération qui a le plus travaillé, qui a le plus bossé, et conjointement un club très ambitieux, encore une fois sous l'ère de Jean-Claude Tapie, qui a voulu obtenir et qui a obtenu des résultats très rapidement sur la scène européenne. Le handball a vraiment rythmé ma vie, tu as dit ça dans certains journaux, et ça a tellement rythmé ta vie qu'on est content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce qu'on va parler de cette compétition, le championnat d'Europe, donc à laquelle tu n'as pas participé, parce qu'il a été créé finalement en 1994. Exactement, la première édition qui a lieu au Portugal. Et déjà la Suède a remporté cette compétition. Bon, c'est une compétition qui est certainement, qui est peut-être la plus méconnue, mais qui est la plus exigeante, qui n'est pas forcément la plus prestigieuse, mais en tout cas en termes de densité, c'est ce qu'on fait de mieux. J'allais dire que c'est plus difficile de remporter, si je peux m'exprimer ainsi, un championnat d'Europe qui comporte 24 équipes, où figurent 24 équipes cette année, que des Jeux Olympiques ou un championnat du monde où il y a une représentativité, on va dire, mondiale, et on a des quotas de qualifiés, on a un représentant de l'Océanie, un représentant de différents continents, tandis que là, on a ce qui se fait de mieux, j'allais dire pratiquement au monde, dans ce championnat d'Europe, étant donné malheureusement que certaines équipes d'autres continents, notamment d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, comme l'Algérie ou l'Argentine sur le continent américain, on va dire, déclinent un petit peu. Donc on se retrouve vraiment avec ce qui se fait de mieux sur la planète handball lors de ces championnats d'Europe. À l'origine, il y avait 12 équipes, si je me souviens bien, et ce championnat, il a lieu que tous les 2 ans. C'est intercalé entre les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Enfin, il y a un peu un mélange de tout ça. Oui, mais de toute façon, maintenant, les joueurs sont soumis à des cadences qui sont extrêmes. C'est un peu difficile justement de suivre l'intérêt du handball mondial du fait des nombreuses compétitions. À cela s'ajoutent aussi toutes les compétitions en club avec la Ligue des Champions, le championnat national. Donc il y a énormément de compétitions et j'allais dire en termes de lisibilité, de représentativité, c'est vrai que ces championnats d'Europe ont encore du mal à figurer parmi les événements fondamentaux du sport français. On va resituer un petit peu. La Suède victorieuse en 2022 pour la 5e fois. C'est la nation la plus titrée, tandis que l'Espagne est l'équipe la plus médaillée avec 9 podiums et la France est tenante du titre avec sa victoire en 2024. On ne parle pas encore du Danemark et pourtant c'est une équipe qui monte bien. Le Danemark, écoutez, c'est la référence absolue. De par les joueurs exceptionnels qui la composent, on pourra en citer peut-être ultérieurement. C'est la nation phare, c'est la nation actuellement qui propose, qui en termes d'efficacité, le jeu le plus efficace, mais certainement, moi je suis un adepte du jeu scandinave, donc en termes justement de qualité de jeu, c'est vraiment le summum. Ils ont un cran au-dessus. Là, c'est vrai que lors des dernières compétitions, ils ont marché littéralement sur leur adversaire. Ceci dit, sur un match, l'équipe de France est tout à fait capable, et revancharde d'ailleurs, tout à fait capable de battre ces Scandinaves. Bon, voilà. Mais pour l'instant, on va dire qu'ils ont certainement un cran d'avance par rapport à notre équipe de France. Avec une génération qui est là et qui s'installe pour quelques années. Oui, et puis comme je vous dis, que ça soit Nielsen, un gardien de but stratosphérique, que ça soit des jeunes comme Gitzel, qui depuis plusieurs années est considéré comme le meilleur joueur du monde. Ils ont de la qualité, mais c'est surtout leur jeu, c'est surtout la qualité de leur jeu, leur fluidité, la continuité qu'ils ont. Nous, on a aussi, on n'a rien à envier entre guillemets sur le plan du potentiel. On a une équipe de France avec des Dikamen, avec maintenant Emric Min qui enfin est utilisé à juste titre. On a quand même des joueurs d'exception aussi. C'est plutôt dans la qualité du jeu produit qu'on est encore un petit peu en retard par rapport au Danemark. Depuis 2020, le format, donc on l'a dit tout à l'heure, a évolué en 24 équipes. Est-ce que ça change grand-chose quand même d'avoir plus de monde? Est-ce que ça peut être perturbant ou pas? Non,
Non, absolument pas. Je pense que c'est en termes d'image, en termes de lisibilité, d'avoir un plus grand nombre, 24 équipes. Bon, le tour préliminaire auquel on assiste actuellement, sert de mise en bouche, comme dans beaucoup de compétitions d'ailleurs, de sport collectif. Là, on a vraiment un niveau hétérogène au niveau de ces 24 équipes, même si encore une fois, tout à l'heure, je parlais de densité. Bon, voilà, c'est une mise en bouche, c'est une mise en action. Il s'agit de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, comme certaines nations l'ont déjà fait, avec des matchs nuls improvisés. On a une très belle surprise, les îles Féroé. Alors, je ne sais pas exactement combien il y a d'habitants sur ce caillou, mais qui a obtenu sa première victoire contre d'autres nations plus huppées. Donc on a des belles surprises comme ça. Mais pour l'équipe de France, c'était une mise en bouche par rapport à des adversaires qui étaient, il faut se le dire véritablement, qui étaient faibles. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, puisque contre la Norvège, non seulement il va falloir gagner, mais il va falloir assurer donc ces 2 points de la victoire pour pouvoir rentrer au tour principal avec déjà un quota de points fondamental pour la suite. Alors on va reparler un peu de l'évolution de cette équipe de France, parce que tu l'as vécu toi de l'intérieur. Si on reprend les débuts avec cette évolution et tout ce qu'on a pu gagner, comment tu décrirais son ascension en parlant des barjots jusqu'à aujourd'hui? Il y a quand même toute une évolution assez spectaculaire. Bon, d'abord les barjots ont été encore une fois initiateurs à la fois d'un état d'esprit, et je le répète, sous l'ère Consentini avant, parce que quand on parle de barjots, quelquefois c'est un peu péjoratif, on pense à des gens un petit peu barjots déstabilisés, voilà, mais je peux vous dire que c'est une génération qui a énormément bossé. Et quand vous partez 3 semaines au fin fond de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, en stage avec Daniel Constantini, ou quand vous faites un stage dans un VVF près d'Istres ou à Banyuls avant de partir aux Jeux Olympiques, voilà, il y a peu de générations qui ont bossé autant que ça. Donc ça a été les précurseurs. Et puis ensuite, on est tombé sur une génération vraiment exceptionnelle sous l'égide de Claude Onesta, qui a été un grand manager, avec des personnalités, avec des Karabatic, avec des Omeyer, des Narcisse, des Fernandez, des Abalo, des Guigou. Enfin, on est tombé sur une génération exceptionnelle et qui a dû aussi beaucoup de ses succès de par la volonté, de par les savoir-faire, mais aussi sur le côté exceptionnel de certains joueurs. Encore une fois, je crois que Karabatic a remporté, si on parle d'un championnat d'Europe, je crois qu'il a remporté 4 fois le championnat d'Europe. Donc on a vraiment une génération exceptionnelle et qui perdure. Ensuite, on a aussi des générations par l'intermédiaire des centres de formation, de tout ce qui a été mis en place par la fédération au niveau des pôles. On a vraiment une pépinière de jeunes qui s'avère très intéressante et qui performent comme on peut le voir pour certains éléments à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment un renouvellement. Ce qui interpelle, ce qui est impressionnant, c'est ce renouvellement dans la performance depuis 92. Depuis 92, pratiquement sur chaque compétition, on est médaillé ou pas très loin du podium. Et en même temps, d'avoir cette régénérescence, on nous envie. Il y a beaucoup de pays qui cherchent à savoir le maillage dans la formation, etc. Donc ça, c'est le point le plus positif. Alors justement, on va voir ça, puisque le championnat d'Europe vient de débuter. Il a démarré le 15 janvier, il va jusqu'au 1er février. Et pour la première fois, il est organisé par 3 pays, le Danemark, la Norvège et la Suède. Comment tu vois cette confrontation, cette configuration? 3 pays différents? 3 pays différents, mais qui ont la même mentalité, qui ont le même, je disais tout à l'heure, apparemment le handball est né dans ces pays-là, en Allemagne on va dire. Donc c'est vraiment les pays où la ferveur la plus importante. Donc que ça soit effectivement réparti, notamment dans un premier tour sur ces 3 pays, je pense que c'est une aubaine, puisque les salles de toute façon sont pleines. On est sûr, lorsqu'on organise dans ces événements, dans ce genre de nations, qu'il va y avoir un engouement terrible au niveau du public. C'est ce qui se passe. Donc moi, en termes d'image, en termes de notoriété, il n'y a pas mieux que ces pays-là pour organiser un tel événement. Comment tu trouves ce format à 24 équipes? Comment ça va se dérouler? Que là, on a démarré donc ce qu'on appelle un premier tour. Un tour préliminaire, on va dire, avec 6 groupes de 4 équipes. Ensuite, un tour principal qui va déboucher dès cette semaine, un tour principal avec 2 groupes de 6 équipes. Voilà. Suite à ça, donc les 2 premiers de chaque groupe disputeront les demi-finales, puis la finale. Donc ce tour préliminaire, il est quand même important, puisque je disais tout à l'heure, sur un plan comptable, les points qui sont acquis au niveau des 2 qualifiés de ce groupe-là vont compter pour le tour principal. Donc au départ, on va dire, on a 24 équipes qui, avec quelques bonnes surprises, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais comme toute grande compétition de sport collectif, on va dire que c'est un écrémage.
Et les choses sérieuses vont commencer dès le tour principal, voire effectivement ensuite les matchs à enjeu, à coup près, à savoir les quarts de finale, etc., etc. Pour l'instant, on est bien parti. Deux matchs, 2 victoires. Oui, bon, voilà, c'est pas très significatif, si ce n'est de mettre en place son jeu, on va dire, avec des victoires très importantes sur le plan de l'écart. Sur le plan offensif, on a dépassé 2 fois les 40 buts. Bon, voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas trop de dommages. Pas trop de bobos, ça a permis de préserver certains joueurs qui sont rentrés dans la compétition, qui étaient légèrement blessés et tout. Bon, on a un petit souci avec Aymeric Mine là, qui souffrait d'une béquille, mais pour l'instant, voilà, tout le monde est sur le pont, tout le monde a pris confiance. Le seul intérêt de ces victoires assez larges, c'est encore une fois de mettre un jeu en place et d'avoir des certitudes sur certains éléments du jeu. Donc ça c'est fait. Par contre, il faut vite oublier ces 2 matchs, encore une fois, très faciles, pour pouvoir aborder un adversaire qui sera pas loin du podium, puisqu'il évolue tout simplement chez lui, hein, dans son univers, avec un engouement populaire extraordinaire. Alors je vais un peu piquer, mais l'enseignement qu'on peut tirer, pas d'excès de confiance, qu'on se retrouve pas dans des situations comme on l'a vécu il y a pas si longtemps que ça, perdre un match, j'ai envie de dire bêtement, je sais que le terme va pas te plaire, mais voilà, est-ce qu'il faut ce soir, c'est pas encore un match en jeu, mais quand même, il faut marquer des points. Ah bah il faut, oui, et puis c'est une rédemption. On a subi un cataclysme au niveau des Jeux Olympiques en termes de résultats, avec cette élimination, j'allais dire presque précoce, et puis qui s'est passée dans des conditions tellement exceptionnelles que ça a été vraiment un traumatisme. Ce traumatisme, la fédération a jugé bon de conserver le même staff, on va dire, de jouer la continuité. On va voir, il y a déjà une rédemption, il y a déjà une remise en cause qui s'est positivement effectuée avec une médaille de bronze qui a été obtenue au championnat du monde récemment. Une revanche certainement à prendre aussi par rapport au Danemark, qui nous a, on peut dire l'expression, qui nous a marché dessus lors de cette compétition-là. Donc on arrive avec un état d'esprit neuf, et je pense que la moindre des choses, mais je pense qu'ils l'ont compris quand même, c'est que d'arriver avec beaucoup d'humilité, beaucoup de concentration, et de prendre les matchs un par un. Dans l'équipe de France qui a été sélectionnée, 18 joueurs, comment tu vois les profils des joueurs ? Est-ce que pour toi on en a laissé sur... Alors sans vouloir critiquer l'entraîneur, c'est pas le but, mais dans les qualités de joueurs qui sont peut-être pas sélectionnés là, ou par rapport à celles qu'on a là, comment tu vois cette équipe de France ? Ah bah de toute façon, elle regroupe les meilleurs joueurs potentiels, et puis ce qui me fait très plaisir, c'est la participation maintenant effective, on va dire, les clés du camion, on pourrait dire ça aussi, qui sont données à Aymeric Mine, qui est un catalyseur du jeu offensif, qui met beaucoup de vitesse dans son jeu. Et là aussi, si on peut être un peu critique, en tout cas moi je me montre assez critique là-dessus, c'est de prendre conscience à 28 ans qu'un joueur comme ça aurait pu être utile justement dans les échéances inférieures. Donc avec le forfait de Nadim Remili, qui est un très bon joueur bien entendu sur un plan international, il y a beaucoup de joueurs qui participent, qui font partie des meilleurs clubs, encore une fois européens et donc du monde. Mais on a par exemple à l'image d'Aymeric Mine, on a vraiment une transformation dans le jeu en termes de vitesse, en termes de voilà. Après on a des joueurs qui sont exceptionnels, avec des Fabregas, avec des Tourna, avec encore une fois des Valentin Porte est parti de cette équipe-là, et sorti de cette équipe-là, mais on a quand même on a peut-être, allez, j'avoue, une petite incertitude quant à la production, quant à l'efficacité des gardiens de but, qui doivent gagner en stabilité, en efficacité, mais je veux dire surtout en stabilité. Ils sont capables de réaliser des performances, mais qui restent encore peut-être un petit peu trop isolés, un petit peu trop dispersés par rapport, par exemple, à d'autres nations. Je cite toujours le Danemark, avec Nielsen, qui est un gardien de but qui paye pas de mine quand on le voit, là, qui est un petit peu rondouillard et tout, mais qui est certainement le meilleur gardien du monde depuis plusieurs années, qui a évolué en France. Et donc voilà, il va falloir quand même, pour gagner cette compétition, chez nos Danois, chez nos ennemis maintenant héréditaires danois, il va falloir quand même que tout le monde soit au plus haut niveau d'efficacité. Mais on a les joueurs, Dikamen, etc. On a le fils de Jackson Richardson, lapsus. On a quand même des joueurs de très grande qualité qui sont capables d'aller au bout d'une compétition. Comment tu juges, alors avec du recul, le gardien de but que tu es, comment tu juges justement ces gardiens ? Parce qu'il y a eu un renouvellement des gardiens quand même là récemment dans cette équipe de France. Oui,
Moi, je dirais qu'on est un petit peu, de toute façon, sur ce poste-là, on est en déficit dans la formation. Donc, on a actuellement 2 bons gardiens qui sont assez atypiques. Desbonnets, qui est un gardien qui est très explosif, qui a une qualité de relance, etc., qui n'a pas forcément, pour moi, encore le niveau international supérieur, qui est capable de faire, comme je vous ai dit, des matchs très intéressants, mais qui n'est pas dans le tip-top, on va dire, des gardiens de but internationaux. Et ensuite, on a un jeune Charles Bolzinger de Montpellier, qui va immigrer en Allemagne très certainement. Parce qu'ils sont tous les deux de Montpellier, en fait. Voilà, ils sont tous les deux de Montpellier, donc ça peut être un atout, parce qu'il doit y avoir une connivence, il doit y avoir une alchimie entre ces 2 gardiens-là. Bon, mais pareil, qui est un tout jeune gardien, on va dire, sur le plan, encore une fois, de la maturité, etc., qui s'affirme. Mais qui voilà, petit à petit, qui est capable d'exploit, qui est capable contre le Portugal, justement, pour une médaille de bronze, qui est sur un dernier arrêt, qui est capable d'être décisif. Donc, c'est des gardiens de but qui peuvent avoir un rôle primordial, mais pour l'instant, qui ne sont pas forcément réguliers dans la performance. Et de toute façon, pour gagner un Euro, pour gagner une compétition internationale, il faut forcément une paire de gardiens qui soient très complémentaires, encore une fois, mais qui soit très performante. Une performance d'une nation dépend intégralement aussi de la production de son gardien de but. On a fait un peu le tour de la question. Un petit mot de pronostic, on se lâche un peu ? Bon, écoutez, sur ce que je vois, et l'amoureux du handball, on va dire, pour moi, c'est le Danemark qui fait figure vraiment de très grands favoris, encore une fois, et en plus qui va jouer sur ses terres. Et j'espère de tout cœur, et je pense qu'il en a vraiment les moyens, voir un duel Danemark-France, justement, qui clôturera ce championnat d'Europe. Merci beaucoup Frédéric d'avoir partagé ton expertise et ton expérience de haut niveau. On va continuer à suivre l'Euro 2026 avec attention, match après match, et bien sûr soutenir les Bleus dans cette aventure. À suivre aussi sur Et si on parlait de sport, les Bleus, les analyses et peut-être, on l'espère, une finale au bout. On se retrouve pour le débrief. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'est la mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de l'émission avec Thierry Fassorias et Christophe Groc. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire. On reprend notre souffle. À tout de suite dans Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport ? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport ? Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport ? Aujourd'hui, on va chausser les patins et découvrir l'univers fascinant des sports de glace en Occitanie. Au micro, je reçois 2 passionnés qui font vivre chaque jour ces disciplines sur la région. Thierry Fassorias, qui est président de la Ligue Occitanie des sports de glace et du club de Blagnac, et Christophe Groc, qui est entraîneur de ce club de Blagnac, patinage sur glace, et responsable au niveau de l'équipe technique régionale de la Ligue. Ensemble, ils vont nous parler de l'état des clubs, des disciplines proposées, des bilans, des projets et bien sûr des championnats d'Europe de patinage artistique qui se sont déroulés à Sheffield en Angleterre. C'est parti. Bonjour Thierry, bonjour Christophe. Bonjour.
Alors merci d'être avec nous, on va bien sûr se positionner, vous allez nous raconter ce qui se passe un peu dans le patinage artistique et autres dans la région. Pour commencer quand même, quelques mots pour vous présenter les uns et les autres. Vas-y, on va commencer par toi Thierry. Moi je suis président du club de Blagnac depuis 2010 et j'ai pris la direction de la Ligue en 2019 suite à la démission de mon prédécesseur. Et voilà, on a mis en place pas mal de choses avec des personnes extrêmement compétentes et puis je pense que les résultats de la mise au sein de la Ligue parlent d'elles-mêmes. De ton côté, alors toi tu nous viens des États-Unis où tu as passé quelques temps je crois. Alors oui, je suis né d'abord à Toulouse et puis j'ai fait toute ma carrière de patineur à Toulouse. Mais effectivement, je suis parti plus tard entraîner aux États-Unis pendant plus de 10 ans. Et puis maintenant, j'entraîne au Blagnac patinage sur glace depuis maintenant 4 ans. Alors c'est Christophe Groc qui nous rejoint là. Comment fonctionne la Ligue Occitanie des sports de glace et quelles sont en gros ses missions? Alors je m'adresse d'abord au président, mais Christophe, si tu veux intervenir en même temps, tu peux glisser quelques mots. Thierry? Donc nous, notre but principal, c'est d'accompagner et encadrer les clubs affiliés à la Fédération des sports de glace et promouvoir toutes les disciplines que la Fédération propose. Donc on fait des formations en e-sport, en formation PSC1, on accompagne les clubs sur des spécificités techniques. En fait, on va faire venir des spécialistes de telle ou telle discipline et on les fait intervenir au sein des clubs. Voilà, et ça tout au long de la saison. Et donc dans l'organisation d'événements aussi, tout ça, tu chapeautes, tu gères un petit peu, tu supervises un peu comment ça se passe. C'est la Ligue en fait qui supervise tout ça, j'imagine. Alors on supervise, on aide surtout les clubs, que ce soit dans les compétitions régionales ou nationales. La Ligue amène son matériel qu'elle met à disposition des clubs. On organise quelques événements, on accompagne aussi sur des événements sportifs et artistiques les différents clubs. Alors justement, tu parles de clubs, est-ce que tu peux nous donner un peu la liste ou le nom des clubs qui sont représentés sur l'ensemble de l'Occitanie? Alors nous avons 11 clubs répartis sur 10 patinoires. Donc nous avons donc le club de Blagnac, de Font-Romeu, de Nîmes, de Castres, 2 clubs de Montpellier, nous avons 2 clubs à Toulouse et nous avons également un club à Narbonne et ainsi que des clubs de roller à Montpellier et Toulouse. Ah, tu mélanges roller et patinage, comment ça se passe? Alors depuis quelques années, notre fédération a pris sous son aile le roller en ligne, à différence avec le roller quad, qui est une fédération à part. Ah, il faut aussi retrouver le roller en ligne, ça se passe comment? C'est un peu comme l'esprit du patinage, en vitesse de vitesse, c'est ça? C'est un petit peu d'explication. C'est comme le roller hockey, les rollers en ligne, c'est du patinage artistique qui se fait sur roulette. D'accord, donc ce sont les mêmes concepts, les mêmes réglementations, les mêmes jugements par rapport aux compétitions? Exactement. Sur le plan sportif, quels sont justement, tu parlais de discipline, d'activité, qu'est-ce que vous proposez sur la Ligue? Alors il y a plein de choses, ça serait intéressant d'avoir un petit peu le détail, parce que le patinage artistique, c'est clair, je pense, dans la tête de beaucoup de personnes, mais il y a plein d'autres choses, et ça c'est intéressant de nous raconter un peu tout ça. Alors, on a développé sur le club de Montpellier le patinage artistique synchronisé, donc qui est une émulation de la danse sur glace. Donc là on a fait 2 événements consécutifs il y a 2 et 3 ans et ça permet au club de doubler son nombre de licenciés. Donc on est vraiment ravis d'avoir investi notre temps au sein de ce club et de pouvoir leur avoir permis de grandir. Nous avons aussi disciplines qui sont peu pratiquées, c'est le short track. Donc on avait, avant les travaux de la patinoire de Font-Romeu, le club avait une trentaine de gamins qui étaient licenciés en short track. Malheureusement, Alors je vais t'arrêter. Qu'est-ce que c'est que le short track? Parce que c'est pas évident pour tout le monde qui nous écoute. Donc c'est du patinage de vitesse sur petite piste, c'est-à-dire sur une patinoire olympique. C'est quoi une petite piste? C'est combien? C'est une patinoire standard qui fait 60 mètres par 30. D'accord. À ne pas confondre avec la grande piste, là il n'y en a pas en France, il faut que les athlètes aillent à l'étranger pour faire du patinage de vitesse sur grande piste. C'est des anneaux qui sont, j'ai pas la taille exacte, mais c'est extrêmement grand. Donc on les voit tourner à toute allure, c'est ça, sur ces petites pistes, c'est le short track. Exactement. Et ils doivent se rattraper, se doubler, donc comment ça marche? Mais ils partent tous en ligne et le premier arrivé à gagner. J'ai un souvenir d'une finale extraordinaire où le dernier a fini premier parce que ils sont tous tombés les premiers. Ah oui, ça a fait les échecs. C'était le buzz de cette finale olympique, je crois. Quel qu'il y a d'autre comme activité que l'on peut faire à part du patinage artistique? Nous avons de la danse sur glace également, sur Toulouse et Montpellier. Et nous avons une discipline émergente qui est le freestyle.
et le ice cross. Donc nous avons essayé sur Blagnac de mettre en place cette nouvelle discipline. Donc dans cette discipline, vous avez le saut de baril, du saut en hauteur avec... Le saut de baril, c'est quoi ça? On se croirait aux États-Unis là, c'est comme du rodéo ça? Alors ça se faisait il y a quelques années en séance publique, je me souviens, enfin quelques années, j'avais 20 ans de moins. On faisait ça. Hier. Donc le but est de prendre énormément de vitesse et de sauter sur des barils, des vrais barils. D'accord. Et de sauter le plus possible. Donc après on a des sauts en hauteur, on met deux perches avec un élastique et on saute en hauteur, au-dessus de la perche, et avec ou sans tremplin. Donc on a des petits tremplins en téflon qui permettent de sauter un petit peu plus haut. Après nous avons le freestyle qui peut être en équipe ou en solo. C'est comme du hip-hop qui se fait sur la glace, c'est sous forme souvent maintenant c'est des battles, c'est vraiment beaucoup plus intéressant à juger. Et pour finir, il y a le ice cross, là ça a commencé en France en 2018. Il y avait une manche du Red Bull Crash Ice à Marseille. Et donc c'est une piste glacée qui se fait en ville avec des bosses, des grosses descentes. Les gens sont avec des patins de hockey, un équipement de hockey, et descendent à fond la caisse. Ah, c'est une piste de descente d'accord. Voilà. Oui, ça c'est vrai que c'est pas courant, mais ça doit être assez spectaculaire. Voilà. Alors ça se pratique dans les patinoires. Bon, il y a pas de pente, mais on met des obstacles, on a tout un tas de tremplins ou de matériel qu'on peut mettre sur la piste pour faire des obstacles, et voilà. Et ils partent à plusieurs, c'est ça? Ils partent à plusieurs et c'est chronométré, et le premier arrivé. C'est l'état d'esprit de ce qu'on voit avec aujourd'hui le ski cross, le snowboard cross, etc. C'est le même esprit. Exactement. Et comme on a ça aussi au VTT ou des choses comme ça, d'accord, ok. Bah voilà, donc c'est intéressant de ça. Est-ce que ça, en France, est-ce qu'il y a un club qui développe ça plus particulièrement, ou est-ce qu'en Occitanie, on a lancé ça? C'est pas encore tout à fait officiel? Alors, en Occitanie, on a organisé deux soirées sur Blagnac il y a 2-3 ans pour essayer de mettre en place une section et de pérenniser la discipline. Malheureusement, on se heurte à un souci de personnes. On a eu 2-3 inscrits, et puis au niveau des heures de glace, là, c'est le dimanche matin à 7h. On a très peu de jeunes personnes qui veulent se déplacer le dimanche matin. Voilà, bon, on ne désespère pas. C'est plus le nord de la France où on a énormément de patineurs de cette discipline. Donc le message est passé, il faut se lever le matin pour aller faire de l'ice cross en fait. On va passer à toi Christophe, qui est de retour aux États-Unis. 10 années là-bas d'entraînement, c'est quand même assez important. Maintenant que tu es en France, quelle différence majeure tu vois avec le modèle français entre ce que tu as vécu là-bas et ce qu'on vit chez nous? On se lève quand même ici en France, hein, les jeunes. Ça c'est clair. Et on a presque autant d'heures d'entraînement que là-bas. La grosse différence en vrai, c'est que là-bas on fait beaucoup d'entraînement de cours privés. Donc on a on est un peu plus assisté, un peu plus suivi sur l'entraînement. Ici c'est un petit peu plus par groupe, donc on a un petit désavantage, disons, sur ce niveau-là, mais on se débrouille bien. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est aussi considéré dans les universités comme un sport qui peut donner des points, comme on dit souvent, ou parce que c'est pas le cas chez nous en France? Non, c'est vrai que c'est un état d'esprit. Le sport fait partie intégrante de la vie, mais aussi de la réussite. Donc là-bas, c'est vrai que même les entreprises et notamment les universités aussi, pour le parcours plus tard dans les études, c'est important de faire du sport, et ils voient les valeurs qu'il y a associées à ça, la discipline, la rigueur, la passion, et se lever tôt le matin, ça en fait partie. Donc c'est vrai qu'ils valorisent beaucoup ça, et ça fait partie des bons points pour rentrer dans les bonnes universités, mais aussi pour avoir un boulot. Tout simplement. Quand tu es revenu en France, comment tu as géré ça? J'avais déjà passé toute ma carrière à m'entraîner comme ça moi-même, donc je connais le fonctionnement. Ensuite, ça a été un petit peu plus, disons, les habitudes qu'on prend en tant qu'entraîneur à faire comme ci ou comme ça, et là de changer complètement et d'essayer de revenir sur ce rythme-là d'entraînement. Gérer aussi beaucoup de patineurs à la fois au lieu d'être concentré plutôt que sur un et sa performance, et pouvoir la gérer un petit peu mieux dans le temps. Là, on a des contraintes évidemment d'école qui sont un petit peu différentes. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'heures libres sur les après-midi où ils peuvent s'entraîner. Ici, c'est un petit peu différent. Donc, on s'entraîne le matin très tôt avant les cours. Donc, il faut savoir, tous nos patineurs, ils sont là vers 6h30, ils s'échauffent. 7h, ils sont sur la glace jusqu'à 8h ou 8h30, dépendant quand ils commencent l'école.
Et puis ils reviennent entre midi et 2, vite on mange et puis on s'entraîne. Bon, c'est pas les mêmes conditions, c'est vrai. Mais on se débrouille. En tout cas, ils se lèvent tôt, donc en tout cas nos Français. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Thierry, quels sont les temps forts que tu retiens, toi, de 2025? Un petit bilan de cette ligue, une année 2025 riche, pas riche. Comment ça s'est passé? Non, c'était une saison qui était riche. Nous avons commencé le début de saison par un regroupement à Blagnac avec tous les entraîneurs de la Ligue en patinage artistique, ainsi que tous les patineurs nationaux qui ont été encadrés sur tout le week-end par leurs entraîneurs qui ont été formés en même temps avec un entraîneur national. Nous avons fait venir également les officiels d'arbitrage pour qu'ils puissent évaluer tous les programmes des enfants avant qu'ils partent sur le circuit national. Voilà, on essaie de le faire chaque année. Cette année, malheureusement, on n'a pas eu accès à la glace en début de saison, mais on a pu le faire ça en 2025, ça s'est bien passé. On a également fait une formation BF1 à Castres. C'était la première formation depuis 4 ans suite aux travaux de rénovation de la patinoire. Ça a été un franc succès. On a eu quand même une trentaine de gamins qui ont été formés sur cette formation. Quelle formation ça s'appelle? C'est le brevet fédéral premier niveau de patinage artistique. Toi, ça te paraît tellement évident que voilà, il faut expliquer et parler pédagogie. Donc c'est important d'expliquer ce que c'est. Donc c'est un brevet qui est passé en début d'année par les jeunes. Voilà, on a 2 sessions de brevets fédéraux que la Ligue fait passer chaque année. Ça permet aux enfants d'avoir des bases. On leur fait passer aussi une formation PS1 par rapport au secours. Et donc cette formation BFM permet aux enfants d'avoir un diplôme qui leur permet d'encadrer plus sereinement au sein des clubs. Donc on en a au moins 40 à 45 par an qui sont formés. Alors quand tu dis enfants, ça s'adresse à quel âge quand même? Dès 14 ans. Oui, c'est quand même des ados, quand même. C'est pas des petits, d'accord. Donc c'est intéressant pour vous de travailler sur cette gamme d'âge pour espérer justement les récupérer un peu plus haut dans la formation plus générale après, par la suite. Voilà, il y a une formation BF2 qui est en cours de refonte au niveau de la fédération, mais voilà, qui permet d'accéder à un 2e niveau. Un 3e niveau, BF3, permet là d'être rémunéré. Et ça donne un accès après pour les diplômes d'État. Alors ça, c'est intéressant de remarquer. Et est-ce qu'il s'est passé d'autres choses en tant d'événements ou cette année sur 2025 sur la Ligue? Oui, l'événement phare était notre 2e gala qui s'est déroulé à Montpellier. Donc nous avons eu là tous les clubs de la Ligue qui ont été représentés. Ça fait à peu près 600 patineurs qui étaient présents. Donc nous avons affrété un bus pour amener tous les patineurs de Toulouse et Blagnac sur Montpellier, ainsi que des parents. Ça a été une excellente soirée. Nous avions 2 couples de danseurs de l'équipe de France qui sont venus, Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier, ainsi que Natacha Lougouge et Arnaud Caffa. Ils nous ont fait des démos exceptionnelles. Ça a été une soirée vraiment magnifique. Mais ça a été vraiment une très très bonne soirée et des souvenirs plein les yeux pour nos patineurs. À part ça, il y a eu d'autres choses. À part ce gala, vous aviez des compétitions aussi, des résultats en compétition. Comment ça se passait? Je ne sais pas si l'entraîneur, là, tu as des choses à nous dire sur les résultats sportifs? On a déjà organisé pas mal de compétitions d'un certain niveau sur la Ligue, notamment à Toulouse. Il y avait les championnats de France de division, non pas de division 3, mais on les appelle les championnats de France 3, qui regroupent certaines divisions, donc qui étaient sur Toulouse. On a eu aussi notamment une petite patineuse donc du club de Toulouse qui a fini championne de France Benjamin, ce qui est sympa parce que à cet âge-là, c'est intéressant. On va pouvoir développer plus tard. Donc ça, c'était vraiment un très beau résultat pour nous. Comment ça se passe en compétition française un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Comme dans d'autres sports, il y a des divisions, il y a un championnat, il y a des coupes. Comment c'est organisé le patinage artistique en fait? Alors, le patinage artistique, ça regroupe 4 disciplines, donc celle la plus connue peut-être en individuel, puis aussi en couple. Donc là, en couple, c'est quand 2 patineurs, en général un homme et une femme, mais l'homme lance la femme en l'air, etc. Vous avez sûrement vu à la télé. Et la danse sur glace qui est assez célèbre puisqu'on a quand même toujours eu de très très bons résultats. Donc ça, c'est les 4 disciplines qu'on a. Pour pouvoir se qualifier aux plus grandes compétitions, il y a tout un circuit toute l'année qui est mis en place avec des grands prix aux 4 coins du monde. Et on essaie de faire en bref les meilleurs scores pour pouvoir être qualifié. Il faut savoir qu'il y a des scores minimum pour être qualifié. Donc ça suffit pas d'avoir de bons résultats pour soi-même, mais il faut quand même performer et être compétitif au niveau international. Et si ça suffisait pas, même quand on arrive aux grosses compétitions, en général, il y a plusieurs programmes. Il y a un programme court en général et un programme long. Et si sur le programme court, on ne fait pas un certain minima de
point, mais surtout un placement, on n'est pas forcément obligé de continuer la compétition et d'aller sur le programme long. C'est un petit peu ce qui s'est passé ce week-end d'ailleurs avec notre Français. On va en parler dans quelques instants, je te coupe. Ce que je voulais savoir, c'est en France, on démarre dans un club, progresser, comment ça se passe? Il y a un championnat, comment c'est stratifié en fait, pour monter un peu plus loin? Alors en général, tout le monde commence par des cours loisirs, l'initiation, on apprend à patiner, tout ça, puis on espère peut-être développer certaines compétences. Et nous, en tant qu'entraîneurs, on essaie de repérer un petit peu les talents prometteurs, disons. On les amène sur des petits groupes, en général, qui vont être amenés à évoluer un petit peu plus rapidement, qui s'entraînent avec nous, les entraîneurs, et on essaie de les former un petit peu plus rapidement pour plus tard. Et ensuite, on a des écoles de glace ou des sports-études qu'on appelle, ou des sections compétition pour nous, par exemple, où ils s'entraînent beaucoup plus, comme on parlait tout à l'heure, les matins, les midis. Donc là, ils ont beaucoup plus d'heures d'entraînement. Et on commence les compétitions petit à petit, comme ça. Et puis, on monte les rangs. Donc au début, on est en régional, puis on passe en fédéral, puis éventuellement, on va aller sur le niveau national. Et là, on accède à des tournois de France. Il y en a 3 chaque année. On essaie de se qualifier pour les championnats de France. Donc que ce soit à n'importe quel niveau, de poussin, benjamin, jusqu'à junior et senior. Je voulais avoir vos objectifs pour 2026 qu'on a fait. On a vu le passé, Thierry. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Donc 2026, c'est une année de transition parce qu'il y a des élections cette année avec éventuellement des changements à la direction de notre ligue. Donc, qui sont en cours, nous avons une formation PS1 qui est prévue sur Toulouse et une formation BF1 qui va se faire sur la patinoire de Bellevue. Ensuite, nous allons avoir la formation handisport de glace. Donc nous avons sur notre ligue la seule formatrice handisport de glace de France. Donc tous les ans, nous organisons sur la patinoire de Jany une formation pour tous les entraîneurs de France sur la gestion des personnes en situation de handicap au sein des clubs de sport de glace. Cette formation, elle aura lieu quand ? Tu as une idée du timing ? Non, pas encore. On est en négociation avec la mairie de Toulouse pour les heures de glace. Donc là, il n'y a pas ensuite de gros événements propres à la Ligue, non, mis à part les compétitions au sein des clubs. Nous allons avoir là toutes les compétitions qui vont s'enchaîner sur Castres, sur Toulouse avec les sélections France Club. C'est une compétition de clubs où tous les clubs de notre zone sud-ouest qui regroupent Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et ils vont se disputer sur leur sélection pour les finales de cette compétition. C'est par équipe, c'est le seul moment où on court par équipe. Ensuite sur Blagnac, nous allons avoir la finale du championnat de France novice. C'était une première à Blagnac depuis plus de 25 ans. On n'avait pas eu de championnat de France, donc on prépare tout ça bien comme il faut. Et ça sera pas quand ça ? C'est le 14 et 15 mars. Voilà, c'est bien d'en parler. Du coup, on l'annoncera dans notre agenda. On va passer, si vous le voulez bien, un peu au championnat d'Europe, puisqu'on est en cette période, il vient de se terminer. Et puis, moi, j'aime bien qu'on fasse un petit retour d'abord sur l'histoire des championnats d'Europe de patinage artistique. Messieurs, sans être des grands historiens, quelques mots sur ce championnat d'Europe, d'où il vient, et après, on va parler un peu de l'actualité. Les championnats d'Europe, c'est vraiment une institution au niveau du patinage en Europe. Ils ont débuté à Hambourg en 1891 et c'était uniquement pour les hommes. Ce n'est qu'en 1930 à Vienne que les dames et les couples ont fait leur apparition, et ça a été suivi d'une nouvelle discipline, de la danse sur glace, en 1954. Donc ça fait à peu près 130 ans que cette compétition de haut niveau a lieu. Dans sur glace, heureusement qu'ils l'ont créé, parce que si je fais la liaison, on a des disciplines dont représenter, ce que tu as très bien expliqué tout à l'heure, Christophe. Donc 4 compétitions avaient lieu à Sheffield, en Angleterre. Côté palmarès dans ces championnats d'Europe, est-ce qu'on peut ressortir les pays forts ? Historiquement, c'est vrai qu'il y a des nations qui sont plus fortes que les autres, disons, qui ont toujours eu ça dans leur sang, notamment la Russie, l'Allemagne, mais aussi l'Autriche et la Suède pour les hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pays comme la Géorgie ou la Suisse commencent à monter de plus en plus. Mais bon, en France, on se débrouille bien aussi. Est-ce qu'on peut assimiler ça au fait que c'est des pays un peu plus nordiques, il y a plus de neige, plus de froid? Peut-être que c'est aussi dans la culture plus profonde de ces pays-là? Parce que tous les pays nordiques, quand même, qui sont représentés là. Ouais, carrément. C'est vrai.
Je pense que le climat à y voir. Alors, vous avez, j'imagine, tous les deux suivi au moins un petit peu ce qui s'est passé. Et on a un petit cocorico, puisque je crois qu'on a un couple qui a bien gagné ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous en parler c'est un titre de champion d'Europe, quand même? Absolument, c'était intéressant de voir qu'un nouveau couple formé, Guillaume Cizeron, qui était avant avec une autre partenaire depuis très très longtemps et qui ont été au plus haut des niveaux, vraiment un des meilleurs, enfin, si ce n'est le meilleur couple au monde, et qui se sont séparés il y a peu de temps, et Guillaume a trouvé une nouvelle partenaire. 6 titres pour lui, si j'ai bien lu, non? C'est ça, 6 titres. Ouais. C'est ça. Et là, il change de partenaire et il gagne. Change de partenaire et c'est instantané. Alors, il faut savoir que sa nouvelle partenaire était déjà au niveau avec le sien de partenaire. Ça s'était terminé aussi, donc ils se sont bien trouvés, disons, et la magie opère rapidement, puisque ce week-end, donc, ils sont sacrés champions d'Europe. Donc, en patinage, danse sur glace. Danse sur glace, sur coup-ci, ouais. Alors, un peu plus difficile dans les autres catégories, d'après ce qu'on a pu voir. Alors, c'est intéressant parce que chez les hommes, on a un des meilleurs patineurs au monde qui s'entraîne et qui vise les JO cette année. Et qui est de notre région, d'après ce que j'ai su, non? Alors, il est né à Bordeaux, il a commencé à Bordeaux, mais en vrai, il a fait le gros de sa carrière à Toulouse. Il a vraiment explosé à Toulouse. Donc, ouais, on est content d'avoir ça. Et c'est vrai que là, il a fait l'impasse sur les championnats d'Europe. C'est sa préparation, je peux pas en dire plus, mais on attend les JO avec impatience. Ensuite, chez les filles, disons que le niveau monte, mais on n'est peut-être pas dans les plus hauts niveaux. Par contre, les couples se débrouillent bien. Ils ont fait de beaux résultats aussi sur les championnats d'Europe. On en a 2 sur les 10 premiers, je crois. 10 premiers pour un des couples, en tout cas, et 14e pour l'autre, c'est ça. Alors, c'est un sport un peu particulier, ce patinage, parce que c'est quand même un sport de jugement. Donc, c'est pareil. Si on n'est pas bien dans la tête des juges, on marque pas autant de points, non? Est-ce que je me trompe? Alors, je n'irai pas dans les polémiques avec les juges, parce qu'il y en a selon les pays, et puis il y a de la politique. Mais en vrai, on est un sport qui est vraiment ultra complet. C'est aussi une belle école de la vie pour plus tard, pour nos petits athlètes qu'on forme. Mais il y a un total package à avoir. Il faut un petit peu de tout. C'est pas que l'aspect sportif, c'est l'aspect artistique. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine présentation qu'il faut mener, que ce soit comment on est habillé. Est-ce qu'on peut parler de lobbying? Ça pourrait dans certains cas, et c'est vrai qu'il y a un petit jeu comme ça où voilà, les gens se connaissent et essaient de toujours tirer la couverture vers eux, mais pour reparler des athlètes, c'est important qu'on soit tous préparés, autant physiquement que mentalement, mais aussi dans la présentation. C'est important, la tunique qu'on a, est-ce que c'est joli, est-ce que ça va bien avec la musique, il y a tous ces aspects-là en fait. Alors pour conclure cette interview, j'aurais aimé un petit message que vous voudriez faire passer aux jeunes qui se tâtent en se disant j'y vais pas, je vais faire du patinage mais c'est compliqué, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme message tous les deux? C'est vrai que les jeunes, on était plutôt en recherche de jeunes. Je vois sur la Ligue, on a quasiment, pas doublé, mais presque le nombre de licenciés en 10 ans. Et là, sur les 3 dernières années, on se retrouve avec une population d'adultes qui se met à la compétition de patinage. Donc on a vraiment beaucoup d'adultes qui ont découvert le sport après le Covid. Et les jeunes, c'est un peu plus compliqué, on va dire. La détection, c'est compliqué, que ce soit dans tous les clubs. Les jeunes ont du mal à se mettre à la compétition, ont du mal à se mettre à la rigueur que ça demande, ce sport. Alors je sais pas dans les autres sports ce que c'est, comment ça se passe, mais je sais qu'au niveau de patinage, on a vraiment du mal à amener les enfants à la compétition, et surtout les parents. Dernier mot alors, l'entraîneur, il dirait quoi lui, aux jeunes qui hésitent? Déjà, c'est un sport fantastique. Je pense qu'il faut essayer. Je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de petits qui vont souvent à Noël peut-être, ou expérimenter un petit peu la glace. Et puis venez nombreux, on peut faire des choses sympas. Merci Thierry et Christophe pour ces éclairages passionnants sur le sport de glace en Occitanie. Entre développement local, ambition régionale, discipline variée et ouverture vers l'international, la glace occitane a de belles pistes devant elle. C'était Et si on parlait de sport, la deuxième mi-temps avec Thierry Fasserias et Christophe Groc. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est la fin du match de cette 137e émission de Et si on parlait de sport. Merci messieurs. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et si on parlait de sport? Fin du match.
C'est la fin du match et de cette 137e émission de Et si on parle de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Frédéric Pérez, Thierry Fassorias et Christophe Groc. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et votre passion. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires LG Consultants, Amper Connect, l'agence Bel Ombra avec Bruno Abet que l'on salue. Vous aimez l'émission Et si on parlait de sport, alors passez de l'autre côté du micro, devenez-vous aussi membre ou supporter de l'association parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aider à valoriser ces acteurs, à raconter ses plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue avec humanité. Et à très vite. D'ici là, continuez à vivre le sport autrement.